Bienvenue sur le AI Optimize Podcast, l'émission où nous recevons chaque semaine des entrepreneurs pour découvrir leur parcours, leur stratégie et les solutions d'optimisation propulsées par l'intelligence artificielle qu'ils souhaitent implémenter afin de bâtir des entreprises plus intelligentes et plus efficaces. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un véritable leader de l'industrie. Il est le PDG de Capital B, une organisation intégrée qui regroupe l'investissement immobilier, le conseil stratégique, la gestion de projet, la construction et la gestion immobilière. Avec plus de 15 ans d'expérience, une maîtrise en architecture, un MBA en finance et stratégie immobilière, un passage en financement commercial à la BMO et une centaine de projets derrière lui, il a bâti un modèle unique capable d'accompagner un client de A à Z, autant dans les décisions financières que dans l'exécution des travaux. Salut Nabil, donc merci d'être avec nous aujourd'hui. On va vraiment commencer ça tranquillement. J'aimerais ça, en fait, là, la première question, que tu me racontes un peu comment tu es arrivé dans ce que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené de l'architecture à la finance, puis finalement à lancer ta propre structure? Bon, Charles, c'est un peu quelque chose de long qui a commencé avec une passion étant très jeune. J'ai toujours été intéressé par l'immobilier étant jeune. Et vu que c'est un domaine qui n'existait pas, c'est pas un domaine qui s'apprend, j'ai dû commencer par quelque part. Je suis quelqu'un qui est passionné par le bricolage, par la construction. Je suis quelqu'un de très, très matheux et très cartésien dans ma tête. Mais en même temps, j'avais besoin de casser ça et d'être un peu plus créatif. D'où j'ai commencé par de l'architecture. Maintenant, rendu là, avec le temps, j'ai travaillé durant 13 ans dans la construction, dans l'architecture, dans la construction, dans le design build. On faisait de l'institutionnel, du commercial et du résidentiel très, très haut de gamme. Mais ça, c'était pas ici. Et je me suis retrouvé ici au Québec, ça fait une quinzaine d'années, en 2010, où j'ai remarqué que le marché est entièrement différent du marché européen et du marché du Moyen-Orient. Ce qui m'a donné l'idée d'aller un peu poursuivre ce que j'avais toujours eu envie de faire, c'est travailler dans l'immobilier. Et pour ça, j'ai fait un MBA à JMSB à Concordia. Durant ce MBA, je me suis spécialisé en finance et stratégie immobilière où j'ai fait une recherche et dans cette recherche-là, j'ai développé un système ou un outil d'analyse qui aide à l'optimisation de la valeur immobilière dans n'importe quel investissement. Maintenant, après ça, j'ai fini un peu dans la finance à la BMO pour apprendre comment ça fonctionne. J'étais directeur commercial à la BMO, j'ai compris comment j'ai pu apprendre beaucoup de rigueur dans le côté bancaire et beaucoup de réglementation et comment le système québécois et canadien fonctionne. D'où ce qui m'a permis au fait de comprendre c'est quoi une structure fiscale, c'est quoi l'avantage d'une structure fiscale, qu'est-ce que ça te permet de faire, c'est quoi un financement immobilier résidentiel, c'est quoi un financement immobilier commercial, c'est quoi la différence entre tout ça, comment ça se structure d'un point de vue prêt, comment ça se structure d'un point de vue financement et fiscalité. J'ai fait 2 ans et demi à la BMO et ensuite je me suis dit tiens, c'est le moment de tester un peu ce que moi je voulais faire. J'ai commencé à faire des investissements immobiliers avec des investisseurs et à tester un peu toute cette théorie que j'ai appris à travers les années et qui a finalement très très bien réussi. À l'époque, en 2016-2017, ce qui est un peu différent du marché actuel. Le marché en 2016 était différent. C'est comme ça que tout a commencé et c'est comme ça que Capital B a commencé comme idée. Maintenant, ça s'est développé à travers les années vers d'autres choses, un peu plus complexes, un peu plus complets, et on en est là.
Puis par rapport à ta tournure un petit peu entrepreneuriale, parce que là, c'est sûr que tu as été dans l'architecture, tu t'es intéressé dans ce domaine-là. Par la suite, tu t'es dirigé vers la finance, puis tu as trouvé comme l'immobilier qui était la combinaison parfaite des deux. Tu sais, ton virage entrepreneurial par la suite, c'est que tu as carrément comme parti ta propre structure. C'était quoi l'élément déclencheur du moment que tu t'es dit, OK, là, je pars ma propre structure? OK, il n'y a pas vraiment eu un élément déclencheur en tant que tel. J'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale, j'ai toujours été Mhm. entrepreneur. J'ai très, très peu travaillé en tant qu'employé. J'ai eu des périodes d'emploi auparavant étant jeune, de 2 ans, 3 ans. Ensuite, quand je suis arrivé à Montréal, quand j'ai fini mon MBA, comme je vous ai dit, j'étais à la banque durant 2 ans et demi. Mais en général, sur les 30 ans de carrière, un peu plus que 30 ans maintenant de carrière que j'ai, on va dire plus que 90% de ma carrière a été en entrepreneuriat. L'emploi a toujours été, comme l'école, un tremplin Mhm. d'apprentissage. Je me suis retrouvé là-dedans depuis que je suis tout petit. Je crois que je suis né entrepreneur déjà dans l'âme. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas la première fois qu'on se voit, Nabil, je pense que je le sais puis je le sens, là. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est super intéressant d'avoir sur le podcast avec nous. Mais justement, quand tu as commencé à venir travailler ici, au Canada, à Montréal, à Québec, tu dis que c'était complètement différent. C'était quoi, comme les premières affaires que tu as remarquées dans la façon que les compagnies opèrent? Puis à quel moment tu t'es dit, OK, là, c'est le temps que je bâtisse ma propre structure à moi? Euh, Quand j'ai commencé à faire mes investissements, j'ai eu beaucoup de frustration par rapport au service rendu. J'ai trouvé que le service rendu est d'une qualité ou d'une quantité inférieure à laquelle j'étais habitué. Comme je t'ai dit, j'avais travaillé déjà 13-14 ans dans la construction, dans le design build auparavant. Mhm. Et on avait des systèmes d'opération qui étaient déjà en place, étaient déjà bien rodés. Et en arrivant ici, j'ai trouvé que les choses sont beaucoup plus réglementées euh, et, et il y a beaucoup de temps perdu dans la réglementation que dans l'efficacité et la livraison. Déjà, il y a l'élément très très important qui est le climat et s'adapter au climat. Que ce soit dans la construction, que ce soit dans l'investissement, il y a des éléments où le climat affecte ton investissement, Mhm. comme il affecte ta construction, comme il affecte tout. Ce qui fait que tout ça, ce sont des charges qui sont différentes. Et en remarquant tout ça, un petit manque d'efficacité par-ci, un petit manque de livraison par-là, ça a créé certaines frustrations qui ont fait que, tiens, je m'y connais déjà dans le domaine de la construction très très bien et j'aimerais savoir c'est quoi le problème et comment je peux remédier à ce problème. C'est là où, à un moment donné, dans Capital B, on a pris la décision de faire une acquisition d'une compagnie de construction qui s'appelle Carlisle Construction, qui fait partie de notre structure Mhm. et utiliser ce que Carlisle a et utiliser ce que nous, on a en réalité pour pouvoir mettre les choses euh, dans un certain ordre qui va nous livrer ce à quoi nous nous attendons. Mhm. Puis justement, on va avoir la chance d'en parler un petit peu plus sur Carlisle Construction. Mais dans le fond, ici, est-ce que tu trouvais carrément que le processus était trop lent? Je trouve que le processus est trop lent. Je trouve qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Je trouve qu'il y a un OK. manque de qualité dans la main-d'œuvre et dans Mhm. l'exécution. Il y a un manque de précision dans le sens, ça c'est peut-être lié à mon background d'architecture, où Mhm. quand on dessine des plans, on espère que les plans sont exécutés comme on veut que les plans soient exécutés comme ils sont dessinés. Mais une petite différence de 1 pouce ou de 2 pouces ou d'un demi-pouce n'est pas un problème dans la culture locale. Ce à quoi on n'est pas habitué. La marge d'erreur à laquelle je suis habitué est moins de 1%. On travaille sur des millimètres et non pas sur des 1 pouce. Mhm. Et ça a fait que
ça, c'est quelque chose de très particulier pour le marché, sur le marché nord-américain, peut-être pas seulement québécois, mais Mhm. nord-américain. C'est ce manque de précision dans l'exécution. Puis là, tu sais, juste pour mettre ça au clair avec nos auditeurs, tu sais, Capital B, ça touche plusieurs sphères, donc quatre choses principalement, la gestion, l'investissement, le courtage, puis l'immobilier. Puis, tu sais, dans tes mots à toi, Capital B, avec cette structure-là, c'est quoi exactement? Puis, tu sais, comment toutes ces divisions-là travaillent ensemble au quotidien? OK, il y a un point très important. Quand on a commencé Capital B, c'est pour pouvoir donner un service intégré pour les petits et moyens Mhm. investisseurs. Ce pas des services qui ciblent des grands investisseurs, des développeurs de tours de 300, 400, 500 appartements. Mhm. C'est le commun du mortel, c'est toi, moi, on a besoin de diversifier notre investissement, que ce soit dans un portefeuille financier, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la crypto, que ce soit un peu partout. Maintenant, quand tu commences dans l'immobilier et tu es novice, tu ne sais pas par où commencer. Alors, tu as le comptable qui va te vendre son service, le courtier qui va te vendre son service, l'entrepreneur général qui va te vendre son service, le gestionnaire de bâtiment qui va te vendre son service. Ce sont des services qui sont distincts, mais il y a très très rare, ça n'existe pas une compagnie qui va te donner au moins te guider dans comment moduler tous ces services. Maintenant, Capital B, c'est 4 divisions majeures qui sont l'investissement immobilier, la gestion de projet d'un point de vue de construction, la gestion de bâtiments et le courtage. La raison pour laquelle il y a le courtage, c'est parce que, comme dans toutes les autres divisions, surtout la construction et le Mhm. courtage, on est obligé d'aller chercher les licences nécessaires pour pouvoir donner ces services-là, premièrement. Et deuxièmement, nous, ce qui est très, très particulier chez nous, c'est dépendamment du service, on ne fait pas on fait pas du co-servicing, c'est-à-dire qu'on va toujours référer pour que le client prenne sa décision. En tant que courtier, on est obligé de référer. En tant qu'entrepreneur général, on est obligé Mhm. de référer. Ça va toujours travailler sur du référencement et on ne va pas avoir aucun conflit d'intérêt entre les compagnies. On peut vendre chaque service séparément en B2C, mais quand on travaille en B2B avec un investisseur ou bien un fonds d'investissement, si on est le fonds d'investissement nous-mêmes, on va choisir quel service, mais au moins en ayant nos licences, on peut comprendre à quoi s'attendre des tierces parties. C'est ça. Puis tu sais, au niveau de la coordination, je veux dire, ça reste quand même de la gestion. C'est quatre parties séparées. Vous avez toutes comme sous le même toit. Comment vous évitez les pertes d'informations entre les équipes qui peuvent peut-être arriver ou peut-être pas? Ça, peut-être si tu peux me le dire. Puis est-ce que vous avez un système comme central ou une méthode unique de travail qui te permet justement que ça arrive pas puis que tout est bien structuré? Oui, et oui, mais je vais t'expliquer. C'est sûr qu'on a un système de gestion interne. Mhm. Quand on a commencé, surtout avec Carlisle Construction, quand on a fait l'acquisition, c'était un petit mom papa shop. Tout se faisait à la main, sur Mhm. Excel, il y avait une perte de legacy et de transmission d'informations avec le temps. Ce qui nous Mhm. a obligés à mettre des systèmes de gestion et des systèmes d'opération de façon à ne pas perdre les informations et à ne pas trop se casser la tête pour trouver l'information quand on en a besoin. Que ça soit d'un point de vue comptable, que ça soit d'un point de vue job costing, que ça soit d'un point de vue gestion de chantier ou gestion de projet. Et on a mis ces systèmes en marche et on a appliqué ces systèmes aussi sur les autres divisions qui sont moins labor intensive, comme on peut dire. Ce qui fait que c'est vraiment un système d'opération qui est commun et d'autres systèmes d'opération qui sont en dessous. OK? Mais tout va être lié à ce système-là qui est un système de gestion de projet. Ce sont des softwares, des online softwares qu'on utilise qui sont over the shelf. On n'a rien fait d'interne à nous parce que ça coûtait énormément de pouvoir le faire. Alors, on utilise des systèmes qui sont déjà en place de façon à nous adapter au système en même temps s'adaptant
adaptant les systèmes à nos besoins. OK? Premièrement. Mais le Mhm. mais, c'est quoi? C'est que quoi que tu fasses, tu peux toujours faire de la paperasse, tu peux toujours faire de la documentation, tu peux toujours faire des standard operation procedures. Mhm. L'élément humain reste quelque chose de très important. L'intervention humaine est très importante. C'est-à-dire que ces éléments-là vont t'aider à avoir une idée claire devant toi, à pouvoir chercher l'information. Mais la décision, que ce soit dans les stratégies, que ce soit dans la mise en place de projets et tout ça, la décision finale doit être personnelle et basée sur l'expérience personnelle. Mhm. Mais j'imagine quand même que le fait d'avoir comme amené un nouveau système, surtout dans Carrelal Construction, qui était un petit peu plus à l'ancienne, ça a dû changer quelque chose au niveau de la vitesse d'exécution peut-être. Tu sais, ça a-tu eu un impact sur les marges puis la rentabilité? Drastiquement, oui, c'est sûr et certain. Parce que le fait d'intégrer ces systèmes nous a permis d'avoir l'accès à l'information rapide. Mhm. C'est qu'on n'attend pas que le comptable nous donne l'information pour analyser notre cash flow, si on peut faire telle ou telle ou telle chose, ou on a besoin d'acheter telle ou telle ou telle chose. Déjà, d'un point de vue comptable et de gestion de cash flow, ça nous a permis de prendre des décisions beaucoup plus rapidement, premièrement. Deuxièmement, le job costing est très important d'un point de vue comptable et d'un point de vue projet, parce que ça nous permet de prendre des décisions pour améliorer la profitabilité. Mais sans cette information-là, si tu fais tout sur Excel, c'est pratiquement impossible. Tu peux Mhm. toujours monter des systèmes complexes sur Excel et ça peut être comme ça, mais compiler le tout devient beaucoup plus compliqué que de venir. Et il y a beaucoup de manual data entry, tant que quand tu as un système intégré déjà mis en place qui va venir extraire cette data automatiquement, ça va te permettre et non pas attendre jusqu'à la fin du projet pour savoir s'il y a un problème dans le projet. Tu peux en cours de projet savoir qu'est-ce qui se passe. 100%, 100%. Puis, bon, dans ton expérience, je veux dire, t'en as vu, t'as du chemin parcouru. C'est quoi, selon toi, le plus gros défi des entrepreneurs dans la construction? Comment le buzzwork, comme on peut le dire en anglais, peut nuire à la qualité ou à la rentabilité? OK. Je crois qu'il y a plusieurs éléments reliés à ça. C'est sûr que tu parles avec n'importe quel entrepreneur, n'importe quel Mhm. investisseur. Tu vas lui demander c'est quoi ton problème numéro un. Il va te dire c'est mon cash flow. Si j'ai plus de cash, je peux faire plus. Ça, c'est l'élément principal. Après, Mhm. il y a les éléments opérationnels et les éléments administratifs. On a une lourdeur administrative énorme au Québec, que ça soit sur les différents niveaux de gouvernance, fédéral, provincial et municipal. Ça, c'est comme premier élément. Le deuxième élément de lourdeur administrative est relié à la réglementation reliée à chaque métier lui-même. C'est-à-dire la paperasse reliée à la RBQ, CNESST, CCQ. Tout ça, c'est une lourdeur administrative. Quand on parle de projets résidentiels, c'est un peu moins compliqué dans les rénovations. Mais quand on parle de projets institutionnels, ça devient très, très, très complexe parce qu'il y a une hyper documentation nécessaire. Tu as l'impression que tout le monde a peur, personne ne veut prendre de risques, tout le monde veut tout documenter. Alors, au lieu d'avancer dans le projet, tu es en train de documenter et Mhm. d'hyper-documenter. Je crois qu'il y a un problème systémique relié à ça au Canada et au Québec. Qui peut être résolu très très facilement en légiférant, en simplifiant un peu tout ça. Ça peut être résolu. Et il y a aussi, comme n'importe quoi dans la vie, si tu veux avancer, tu as besoin de prendre un risque. Peut-être Mais je le dis d'un d'après point moi, de c'est vue. surtout la culture qui a été développée de on a toujours fait ça comme ça, tu sais.
Oui, et peut-être je suis entrepreneur et je suis un preneur de risque parce Mhm. que je suis entrepreneur, mais dans tout, tu es devant une table d'opération avec un patient devant toi, tu as une procédure à suivre, mais il y a quelque chose qui se passe. Tu es obligé de prendre un risque pour sauver la vie du patient. C'est la même chose en construction, tu as quelque chose qui se passe, tu es obligé d'avancer, tu ne peux pas attendre la procédure pour avancer. À chaque fois que tu attends la procédure, c'est un setup à remettre en place. C'est comme si tu reprends à zéro. Quand tu fais une course à pied, imagine tu fais une course à pied et tu es dans un sprint, tu as commencé ton sprint et on te demande d'arrêter à 20 mètres. Ah non, mais là, il faut que tu Mhm. recommences. C'est pas possible, tu pourras jamais finir. Et je crois que ça engendre des coûts énormes qui ont un impact énorme sur toute l'industrie. C'est un problème qui existait en Suède, qu'ils ont réussi à régler. D'où le fait que les syndicats, au lieu de protéger l'emploi, doivent protéger l'employé. Et tout ce mindset, une fois qu'on le change, tout peut changer. Il faut aussi s'adapter à la réalité du marché. Aujourd'hui, quand tu veux charger 125 dollars ou 115 dollars ou 120 ou 125 dollars, dépendamment de l'institutionnel résidentiel pour un plombier ou pour un électricien, il n'y a personne qui veut payer ça. La réalité, Mhm. c'est que les gens, premièrement, n'ont pas le sou et ils ne trouvent pas la valeur ajoutée de payer autant. 100%. Puis au niveau, t'aurais-tu une petite anecdote, peut-être un chantier qui a dérapé ou peut-être même l'autre côté, un projet sauvé par justement un bon système ou ce que tu as établi puis tu as mis en place? Euh, Tu sais, quand un projet dérape, ça dérape pas à cause des procédures. Ça Mhm. dérape pour des raisons qui sont souvent humaines. D'où aussi, je reviens à l'importance de la réglementation et de la documentation. Mais si tu es bien documenté, tu peux toujours sauver le projet. Des fois, j'ai pas vraiment quelque chose de très très précis, mais je sais que on a des problèmes réguliers dans des projets. Tu travailles dans la construction, tu travailles dans la gestion immobilière, Mhm. tu travailles dans les investissements immobiliers. T'as toujours, comme n'importe quel entrepreneuriat ou n'importe quelle industrie, tu as toujours des petits bémols. Il suffit des fois que dans ta gestion immobilière, tu as quelqu'un qui a une sécheuse qui bloque et qui est en mode panique durant 3 jours et l'industrie fait que t'as pas de technicien réparateur. T'en as pas. T'en as très très peu. Et tu peux pas. Et si tu veux passer par les grandes entreprises, ton rendez-vous est dans 2 semaines, 3 semaines. Euh, mais on fait toujours avec, on trouve toujours des solutions. Notre documentation nous protège, mais elle ne doit pas non plus être handicapante. OK. Puis c'est comment que, tu sais, vous, chez Capital B, vous structurez vos prix puis les prises de décision internes? Okay, c'est très variable. Les prix que je peux sortir aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a un mois, qu'il y a 6 mois, qui ne sont pas Mhm. les mêmes qu'il y a un an. Mais comme je t'ai dit, notre système de job costing nous permet énormément de s'adapter et de s'adapter vite et de pouvoir prendre des décisions vite. Et ça, c'est très important parce que si tu continues à estimer un projet, et l'estimation de projet est très important aussi d'un point de vue investissement immobilier. Alors, l'une des raisons, pour revenir à ta question d'avant, pourquoi Carlisle Construction, pourquoi la compagnie de construction, c'est quoi l'avantage? C'est que c'est très facile de te dire, je vais faire un investissement immobilier et dans mon investissement, il y a les coûts de construction ou de rénovation sont de X, Y, Z. Et de te dire, je vais mettre une contingence. Et tu mets ta contingence et finalement, si tu mets tes contingences partout, il n'y a aucun projet qui est profitable. Mhm. Parce que tu es en train de gérer ton risque. Je veux gérer mon risque, je veux gérer mon risque. Cette gestion de risque-là fait que finalement, tu ne prends jamais de risque et tu n'avances pas si tu veux juste regarder les chiffres. Et la compagnie de construction, c'est pour pouvoir comprendre vraiment
c'est quoi les coûts reliés à la construction? C'est quoi les bons coûts? Comment je peux mesurer? Est-ce que ça va me coûter 130 000 ou bien est-ce que ça va me coûter 100 000? Est-ce que ça va me coûter 5 millions ou est-ce que ça va me coûter 4 millions en réalité? Ou est-ce que le 5 millions, c'est juste pour que l'entrepreneur se protège? Ça nous donne une bonne compréhension de l'industrie et une bonne marge de négociation parce qu'on connaît les coûts. Et ça, c'est extrêmement important. Puis, pourquoi tu penses qu'il y a encore des entrepreneurs qui donnent des prix irréalistes? Irréalistement bas ou irréalistement haut? En fait, on voit les deux souvent. Souvent, c'est comme les chargeurs de projet, ceux qui font affaire puis qui achètent ton projet, ils veulent aller chercher toujours le moins cher possible. Tandis qu'il y en a qui mettent ça extrêmement cher également. Là. Il y a les deux extrêmes, ça c'est sûr. Là. Je vais te dire déjà, dans l'industrie locale, dans la façon de soumettre, il y a un problème de fond. Quand on prend toujours le plus bas soumissionnaire, c'est ça ce qu'il ne faut jamais faire. Parce que ça a été prouvé scientifiquement dans différentes zones à travers le monde, dans différents pays, dans différentes villes, où la bonne méthodologie de travail est toujours, on prend le plus bas soumissionnaire, on prend le plus haut soumissionnaire, on les met tous les deux dehors et on finit par prendre le médian. Parce que le médian, c'est celui qui a fait le plus son travail. Okay? On ne prend jamais le plus bas. Le plus bas a peut-être mal compris son projet, a peut-être arrondi ses coins. Okay? Pour finir avec des avenants, dont ce qu'on entend tout le temps avec des excès de coûts, tout ça. Et quand tu prends le plus haut soumissionnaire, c'est quelqu'un qui a aussi s'est protégé et finit par coûter le plus cher possible. Pourquoi il y a des gens qui le font? Je crois que ça dépend des fluctuations du marché. C'est une question d'opportunisme. Premièrement, quand c'est le plus haut soumissionnaire, c'est une question d'opportunisme. Je me dis, moi, je n'ai pas la capacité et tiens, je vais mettre un 50%, 60%, 100% de plus. Si j'ai le projet, je vais me débrouiller, je vais le faire. Je vais le faire sous-traiter par quelqu'un d'autre, mais j'ai suffisamment de sous pour me couvrir. Okay? Ça, c'est de l'opportunisme. Les gens qui sont plus hauts soumissionnaires, c'est juste parce qu'ils n'ont pas la capacité. En la majorité du cas, ils n'ont pas la capacité. Okay? Quand c'est le plus bas soumissionnaire, là, il y a un grand problème. Et il faut vraiment différencier c'est quoi un plus bas soumissionnaire. Parce que dans le résidentiel, c'est quelque chose et dans l'institutionnel, c'est autre chose. Quand tu es dans l'institutionnel, dans le commercial, on parle de CCQ, CNES, TST, RBQ. Tu ne peux pas avoir un petit rénovateur qui a une petite incorporation qui va venir te faire ton travail. Okay? Tant que quand tu es dans le résidentiel, tu fais la compétition à ces gens-là qui vont finir aussi par faire beaucoup de cash on the side. Et ils vont pas nécessairement prendre la TPS TVQ et ils vont pas payer leur CNESST, ils vont pas payer leur CCQ là où c'est nécessaire de le faire. Et ils vont peut-être faire la plomberie eux-mêmes, un peu d'électricité eux-mêmes. Ça, c'est le plus bas soumissionnaire. Maintenant, il y a du monde sur le marché qui te dit « Moi, je m'en fous, c'est ma maison, je prends le risque. » Et il y en a qui vont te dire, qui sont, disons, dans un syndic de copropriété, et qui vont te dire « Ah non, moi, c'est pas possible, j'ai besoin de quelqu'un licencié RBQ, un plombier, un électricien, un ventilation, un carreleur. » Mais tout ça, ça a un coût lié à ça. Et ce que je t'ai dit avant, c'est qu'il y a aussi une réalité de marché, d'offres et de demande. Arriver à un point où une salle de bain te coûte 30, 35 000, 40 000 $ pour refaire, ça ne fait pas de sens. C'est le prix d'une voiture. Et il faut s'adapter à ça et pas tout le monde peut se le permettre. Malheureusement, c'est la réalité du marché. Il y a des gens qui vont aller avec le plus bas soumissionnaire. Ils vont se dire, je vais prendre le risque et je vais vivre avec le risque. D'où ta tolérance au risque. Puis, comment décrirais-tu le marché aujourd'hui? Est-ce que les entreprises est-ce que tu penses sont encore old school ou est-ce que les marges sont trop serrées maintenant? Comment tu décrirais un peu le marché aujourd'hui? Durant la COVID, les marges étaient beaucoup plus grandes. Après la COVID, les marges sont devenues beaucoup plus serrées. Il y a plusieurs éléments. Premièrement, il y a un manque de main-d'œuvre et un manque de main-d'œuvre qualifiée. Okay? C'est quelque chose qu'on vit avec depuis la COVID. Okay? Avant, il y avait plus de main-d'œuvre. Il y a 5-6 ans, il y avait plus de main-d'œuvre et de la
meilleure que celle qu'on a actuellement. Mhm. Il y a la réalité aussi du marché qu'il y a beaucoup moins de demandes aussi qu'il y en a d'offres. Le problème, c'est que qu'on le veuille ou pas, on est affecté par les tarifs, on est affecté par l'économie, on est on est affecté par la quantité de cash qu'il y a sur le marché. Il n'y a pas de cash, il n'y a pas de projet. Il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs. On travaille avec un grand réseau qu'on connaît, ça fait des années, plusieurs entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui quittent l'industrie. Premièrement, les gens prennent de l'âge, il n'y a pas de relève. Mhm. Deuxièmement, ça devient tellement compliqué, la paperasse et tout ça, qu'il y a des gens qui disent, tu sais quoi, fini, basta, je m'en vais moi. Et il y a beaucoup de gens, qu'on le veuille ou pas, qui sont en train d'aller vers le sud. Parce que c'est beaucoup moins compliqué de travailler. Ils sont à la recherche de marchés où il y a un volume économique beaucoup plus grand. Il y a des gens qui vont vers le sud, dont nous aussi, on se diversifie vers le sud. On ne quitte pas, mais on se diversifie vers le sud. Parce que tu dois pallier à ce manque qu'on a actuellement sur le marché. Mhm. Puis c'est ça, j'allais dire, tu sais, vous êtes en expansion aux États-Unis ou du moins tu m'avais comme parlé d'une expansion future aux États-Unis. Si tu peux me parler un petit peu plus de ça, c'était quoi tes impressions? Puis tu sais, pourquoi tu penses que c'est tellement plus rapide là-bas? Est-ce que c'est une question de main-d'œuvre, structure, réglementation ou c'est juste comme une mentalité différente? C'est tout ce que tu dis en même temps. On a fait, je t'en avais parlé peut-être brièvement, mais on a fait deux projets similaires en même temps, un aux Mhm. États-Unis et un ici à Montréal. Le projet des États-Unis a coûté, disons, le tiers du coût du projet ici, ou bien pas le tiers, peut-être 40% du coût du OK. projet a coûté ici, et ce sont des projets équivalents, ok? Mhm. Exactement les mêmes. Euh, ça a coûté le 40% et ça a pris le tiers du temps. Il y a une question de réglementation, il y a une question d'abondance de main-d'œuvre Mhm. et il y a une question d'imputabilité qui est très, très, très importante, qu'on n'a pas ici. Malheureusement, euh, quand tu signes un contrat, c'est sûr que finalement, tu peux signer un contrat et te retrouver avec des avocats et personne ne veut, quand on veut travailler, personne ne veut ça. Okay? Mais quand tu signes un contrat aux États-Unis, it is binding in the sense où les gens ont peur de ce contrat-là parce que le contrat fait fi de loi. Ils vont exécuter ce qu'il y a dans le contrat. Ici, il y a tellement de loopholes dans le contrat et il y a une mentalité une acceptation du manque d'imputabilité, dans le sens où tu peux te retrouver avec quelqu'un et qui te dit au milieu, ah non, mais moi je veux plus faire ça. Okay, bah, tu veux plus faire ça, je comprends pas, mais c'est ton contrat, ton PO, ce que tu as signé, mais tu peux pas te retirer. Ouais, mais ça ne me convient plus. Qu'est-ce que tu peux faire? Mhm. Tu peux aller porter plainte, mais une fois que tu arrives chez ton avocat pour porter plainte ou bien pour faire avancer le dossier, on va te dire, ouais, mais c'est un sous-traitant, c'est une coquille vide, c'est une ink. Il n'y a rien là-dedans. Tu ne pourras jamais récupérer ton argent. Est-ce que ça vaut la peine d'aller? Finalement, tu finis par payer de ta propre poche. Et le client aussi, le end user, plein de fois va te dire que, ah oui, mais il y a ça. Ah non, mais c'est correct. C'est pas grave. C'est bon, je vais payer un peu plus. Ça fait partie de l'industrie. Tout le monde coûte plus cher. Personne ne respecte ces contrats. Malheureusement, c'est la réalité. Il y a les gens sont trop gentils, je crois, au Québec, en ce qui concerne leurs attentes, d'un Mhm. point de vue de quantité et de qualité et d'efficacité. C'est-à-dire qu'on est tellement permissif euh, et on se protège par l'excès de réglementation. Alors tout le monde, que ce soit le client, que ce soit l'entrepreneur, que ce soit le sous-traitant, que ce soit le consultant, tout le monde va se protéger par de l'excès de documentation et de réglementation. Et malheureusement, c'est la réalité du marché. Aux États-Unis, c'est très, très différent. Le but, c'est de finir le projet. Ça revient aussi au même principe. Est-ce que je protège
l'emploi ou Mhm. l'employé? Est-ce que je protège le projet ou bien le détail du projet? C'est ça, non, mais quand même une méchante différence. C'est sûr, quand tu me parles de chiffres comme ça, c'est quand même étonnant. Puis, tu sais, c'est sûr que là, il faut prendre en considération qu'on est sur le podcast AI Optimize. On parle un petit peu d'intelligence artificielle, c'est sûr et certain. C'est où est-ce que vous voyez l'intégration peut-être de l'intelligence artificielle dans votre croissance? Est-ce que des est-ce que c'est plus les soumissions, la gestion de projet, les coordinations entre équipes, l'analyse financière peut-être? Quand tu fais euh, écoute, il y a plusieurs éléments reliés à l'intelligence artificielle. Premièrement, on va commencer par le biais Mhm. lui-même de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est très développée et très avancée, mais en même temps, il y a des biais. Si tu n'as pas l'expérience, tu n'es pas capable de reconnaître les biais et de faire les corrections. Par contre, l'intelligence artificielle va te couper pas mal de travail administratif et Mhm. va accélérer ta façon de travailler. Mais si tu te retrouves avec quelque chose qui ne ressemble pas à la réalité, il faut que tu aies l'expérience pour pouvoir reconnaître ce biais-là. Okay? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, l'intelligence artificielle peut être très, très bonne dans les domaines où, si on parle de l'investissement immobilier, euh, c'est très important parce que ça peut te régler tout ce qui est calcul financier beaucoup plus rapidement, beaucoup plus que tous ces tableaux complexes et d'analyse financière d'un investissement X, Y ou Z. Ça, c'est génial. Encore une fois, il faut que tu reconnaisses s'il y a une erreur. Il faut que tu comprennes. Tu ne peux pas te fier à 100% sur la technologie. Okay? En ce qui concerne la construction, il y a deux volets, que ce soit la rénovation ou bien que ce soit la construction neuve. La construction neuve, on peut utiliser très très bien l'intelligence artificielle, surtout quand on veut moduler des volumes, on veut voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je crois que BIM est en train de développer, il y a aussi d'autres logiciels qui développent le fait que tu peux mettre c'est quoi les pourcentages d'occupation sur un terrain, quelles sont les options. Ça va te sortir plusieurs options très très vite. Okay? Mhm. Par contre, quand tu es dans la rénovation, tu es dans la surprise. Alors l'intelligence artificielle peut te résoudre juste un tout petit peu de ton administration, mais il y a beaucoup de travail humain derrière ça tu ouvres un plancher et tu as une surprise. Tu vois, ça, l'intelligence artificielle ne peut pas te le capter. Mhm. Et si tu veux l'intégrer pour qu'elle te le capte, tu es en train d'intégrer une contingence. Tu es en train d'intégrer une contingence, tu es en train d'intégrer un coût supplémentaire. Alors tu n'es plus compétitif avec la compétition du marché. C'est ça, exactement. Je pense que tu as soulevé plusieurs bons points. Puis souvent, où ce que les gens ont peur un petit peu, c'est qu'ils pensent littéralement que l'intelligence artificielle va venir remplacer des emplois. C'est sûr qu'il faut toujours garder un petit peu la touche humaine, comme tu l'as expliqué, mais moi, je vois ça comme un amplificateur. Donc, l'intelligence artificielle, quand tu as des bonnes bases dans ton entreprise, ça peut justement venir optimiser puis s'occuper des petits problèmes qui sont un petit peu plates à s'occuper quand tu as des problèmes un petit peu plus gros, un petit peu plus importants. Tu sais. Fait que tu l'as mentionné Euh, super bien. Mais tu c'est sais, sûr que c'est sûr que l'intelligence artificielle ressemble à l'invention de la roue. Quand on a inventé la roue, on a toujours eu besoin de mhm, l'humain. Quand on a inventé la calculatrice, on avait toujours besoin de comptables et de calculateurs et tout ça. C'est un outil comme les autres, comme l'ordinateur, comme n'importe quel outil que tu utilises. c'est Si ça. on le conçoit comme outil et on l'utilise comme outil, il y a sûrement la place pour tout le monde pour travailler. Et c'est sûr que ça va causer un bouleversement économique, comme quand on a inventé l'aviation, comme Mhm, quand là, regarde, par exemple, toi et moi, on est en train de faire un podcast à distance. Imagine, il y a 7, 8 ans, 10 ans, peut-être on n'aurait pas pu faire ça, on aurait dû se voir en personne. Ça aurait coûté un déplacement en plus. Ça affecte différentes industries, c'est sûr, c'est un bouleversement économique, mais moi, je n'ai pas peur de ça. mhm. Surtout, en fait, c'est de garder en tête que, comme tu l'as dit, tu l'as si bien expliqué, je veux dire, ceux qui utilisent la calculatrice vont avoir des résultats peut-être plus rapides, plus efficaces que les gens qui vont pas l'utiliser ou qui vont attendre avant de l'utiliser. Parce que là, tu vas être rendu à compétitionner un peu
avec les compagnies qui possèdent déjà l'intelligence artificielle, qui ont pris un pas à l'avant. Puis toi, tu es encore dans le même processus, tu sais. Puis on parle tout le temps que justement dans la construction, c'est un petit peu un système lent, un système un petit peu arriéré, si on veut. Fait que le fait d'avoir justement des outils comme ça te permet d'avoir une longueur d'avance. Mais tu sais, outre que ça, si tu avais une baguette magique, peut-être pour enlever un obstacle présentement dans toute Capital B, ça serait quoi? C'est quoi qui te ralentit un petit peu le plus Tu parles aujourd'hui, si on Capital veut? B, Québec, Canada ou bien Capital B international. Si je parle Québec, Canada, c'est l'excès de réglementation. Mhm. Ça, c'est vraiment très, très lourd. Parce que l'économie, ça s'en va, ça s'en vient, ça va rouler, éventuellement, ça va se remettre en place. C'est pas un problème, c'est pas vraiment un grand problème. Et entre-temps, tu gères ton cash flow de façon à durer jusqu'à ce que les choses reprennent. Surtout dans une industrie qui, comme tu dis, est une industrie qui est relativement une industrie de dinosaures, quoi. C'est très difficile à bouger cette industrie-là. La technologie là-dedans, elle prend du temps à rentrer là-dedans, elle prend du temps à faire ses preuves. Il y a beaucoup de perception par rapport à la technologie. C'est ça. Mais je crois qu'il faut réduire la réglementation et l'hypersyndicalisation pour libérer le marché, pour redevenir plus compétitif. Parce que finalement, on fait de la compétition contre tout le monde dans le monde. Mhm. On fait pas de la compétition contre mon voisin qui a la même entreprise. On fait finalement, si on regarde d'un point de vue macro, qu'est-ce qu'on offre ici au Québec et au Canada aux, in- aux investisseurs, premièrement, et deuxièmement, aux end users. C'est que quand ta maison va te coûter 4 fois la maison de ton voisinage, tu vas te poser beaucoup de questions. C'est la même chose d'un point de vue d'investissement. Tu mets ton argent dans un portefeuille d'investissement, ce portefeuille-là va te générer 4%, il y a un autre portefeuille qui va te générer 8% ou 7%, dans lequel tu vas finir par le mettre. C'est la Mhm. même chose pour le Canada et pour le Québec. C'est juste une question d'un point de vue d'investisseur, c'est juste une question de compétition et de profitabilité, en fin de compte. Puis, tu sais, je veux dire, là, tu as plusieurs départements, tu as plusieurs gestions. Tu sais, Nabil, ça reste extrêmement de job. On parle de l'entrepreneuriat, que tu es né pour ça, que tu es passionné aussi de l'entrepreneuriat. Mais tu sais, il y a le côté humain aussi un petit peu là-dedans. Comment tu gères la pression? Beaucoup de sport, beaucoup de sport, de la méditation. Je suis quelqu'un de croyant. Ça fait partie de la vie. C'est comme ça que je fais. Il y a sûrement des hauts et des bas. Mais on s'adapte et normalement, par expérience, à travers les années, les bas ne sont jamais toujours là, comme les hauts ne sont jamais toujours là. Alors c'est juste une courbe et il faut y aller et continuer à aller de l'avant. On fait avec. Il y a des périodes où c'est très 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 stressant et il y a des périodes où c'est un peu plus calme. Mais en général aussi, euh, un entrepreneur doit carburer sur le stress. Si tu ne stresses pas, il y a pas de feu en dessous de toi qui va venir te titiller Mhm. pour aller chercher des solutions. Mhm. Puis, tu sais, j'imagine des fois, je veux dire, c'est assez imprévisible comme marché aussi, que ce soit la construction ou tout au niveau de l'immobilier puis de la gestion, mais tu sais, comment tu restes clair quand tout peut arriver en même temps? Une chose à la fois. C'est ça. Puis, J'ai pas d'autre solution. Je te donne un exemple. Euh, c'est sûr que moi, je fais tout sur logiciel, mais des fois, mhm. je continue à faire des choses sur papier. Ça, c'est ma journée. OK. Et j'y vais par ordre de priorité, une chose à la fois. Parce que finalement, si tu veux tout faire en même temps, tu ne finis rien. Mais il Mhm. faut que tu fasses quelque chose, que tu le termines et que tu vas vers quelque chose d'autre. Mhm. OK, 100%. Puis justement,
Si on continue sur cette lancée-là, je pense que tu serais très bon pour donner des conseils à un entrepreneur qui nous écoute. Si tu avais donné un seul conseil, ce serait quoi? Il faut avoir la passion et être calme. Accepter, être calme. C'est pas évident. Ça ne paye pas toujours. Alors, il faut que tu l'aies dans tes tripes, premièrement. Et juste patience, adaptation. Patience, adaptation. Mhm. Patience, adaptation. Parce que, tu sais, j'ai appris à travers les années que l'optimum n'existe pas. On a tous envie d'être dans une situation optimale. C'est-à-dire, on a tout notre confort pécunier, temps, argent, relations, réussite, loisirs personnels. On a tous envie d'avoir tout ça, tout le temps. Surtout aujourd'hui avec le monde des médias sociaux, on a l'impression que tout le monde a tout ça tout le temps, mais la réalité n'est pas, elle est complètement différente. C'est let's go, tu t'adaptes, tu t'adaptes, tu Mhm. t'adaptes. C'est une adaptation continue parce que le marché, il est en changement continu. Puis moi, je suis curieux de savoir, est-ce qu'il y a une erreur que tu referais plus jamais? Que tu as faite peut-être une fois durant ton parcours, mais que maintenant tu referais plus jamais? Euh, je dirais pas que je referai plus jamais. Il y en a que j'ai faites et que j'ai refaites et que j'ai refaites. OK. C'est un peu drôle parce que c'est relié à ma personnalité. Il y en a que j'ai faites et que j'ai refaites et que je vais peut-être refaire, même si je suis pas convaincu qu'il faut le refaire. Mhm. La seule chose, c'est qu'on essaie toujours de le faire mieux, mais il y a des choses que je ne ferai plus jamais. C'est-à-dire que je ne referai plus jamais à 100%, mais je laisserai toujours un 10% de marge de manœuvre. C'est la prise de risque et se lancer dans un projet sans diligence approfondie. Maintenant, si tu veux ne pas avoir de risque à 100%, tu ne vas jamais te lancer dans un projet. C'est pour ça que je t'ai dit, je laisse toujours cette marge de 10%. Mhm. Mais les erreurs de jeunesse, j'évite. C'est sûr que maintenant, je suis capable de les reconnaître un peu plus facilement, un peu Mhm. plus avant. Ouais. Puis justement, en parlant de jeunesse, qu'est-ce que tu aurais aimé à comprendre? Qu'est-ce que tu aurais aimé comprendre un petit peu plus tôt dans ta vie? Tu sais, si tu parlais maintenant au jeune Nabil, tu lui dirais quoi? Euh, je t'aurais dit, va chercher les bonnes formations dès le début. En même temps, si je te dis ça, des fois, l'excès de formation va te couper ton esprit entrepreneurial et de preneur de risques. Mhm. Mais il faut trouver la balance. J'aurais dû aimer trouver la balance. J'aurais dû avoir des mentors plutôt dans ma vie. Les mentors sont très, très, très importants pour un entrepreneur. Aujourd'hui, moi, j'aide des jeunes ou des nouveaux venants sur le marché qui me posent beaucoup de questions. Moi, j'ai dû chercher les réponses tout seul. J'avais personne Mhm. pour me répondre. Peut-être c'est un peu ça. Commencer si tu es jeune, tu veux être entrepreneur ou bien même tu veux aller dans l'emploi, un mentor est très, très important. Et il faut que ça soit un mentor qui sache de quoi il parle, quoi. Nabil, merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de pouvoir te parler. Puis aujourd'hui, tu sais, c'était une conversation incroyable, remplie de vécu, de clarté, puis d'une honnêteté que je pense que les entrepreneurs vont vraiment apprécier. Merci encore une fois pour ton ouverture, ton expérience, puis ce que tu partages avec nous. J'adore ta transparence. Fait que Merci, Charles. on va se revoir bientôt, on va pouvoir se reparler bientôt, mais merci d'avoir été avec nous. Et à vous qui écoutez, merci d'avoir été là. Si vous avez aimé l'épisode, prenez 2 secondes pour vous abonner au AI Optimize Podcast,
partagez l'épisode à un entrepreneur que ça pourrait aider ou laissez un avis. C'est vraiment ce qui nous aide à continuer d'amener des conversations de ce calibre-là. Et si vous êtes propriétaire d'entreprise dans la construction, les services, l'immobilier ou n'importe quelle industrie où la gestion devient lourde, souvenez-vous d'une chose. Vous n'êtes pas obligé de tout faire manuellement. L'intelligence artificielle et l'automatisation ne sont plus un luxe. C'est un avantage compétitif réel qui peut transformer votre business. Sur ce, merci encore d'avoir été avec nous. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode rempli de vraies histoires, de vraies stratégies et surtout de solutions concrètes pour optimiser votre entreprise. À bientôt et bonne semaine tout le monde.